RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevons une revenante, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous aviez quitté la politique après les législatives de 2017. Vous êtes retourné dans la vie civile et aujourd'hui, vous êtes tête de liste au régional pour le Parti socialiste dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la politique est-elle une addiction ? Vous allez nous répondre au point de revenir et de risquer en quelque sorte une défaite. Alors je me permets de dire ça au regard de deux choses. La première, c'est que Laurent Wauquiez donc, est très bien installé, c'est le sortant. Et puis si on regarde les sondages, c'est pas très favorable pour vous. Donc vous y allez, mais avec quoi l'idée de quand même essayer d'accrocher quand même non pas une victoire, ça serait compliqué, mais justement, pourquoi vous y allez ? J'y vais pour l'emporter, naturellement. Oui, c'est bien, vous êtes optimiste. Non, c'est pas de l'optimisme, c'est que vous savez, c'est quoi la politique exactement en fait ? C'est pas attendre que les circonstances soient réunies pour aller sagement et gentiment s'installer dans un poste ou une position. C'est se battre pour des idées, pour des valeurs, pour des convictions. Parce qu'on est convaincu qu'il peut y avoir autre chose comme réponse aux problèmes des gens que celles qui sont actuellement apportées. Et dans ce territoire, cette région Auvergne-Rhône-Alpes, moi j'ai une vision très claire de ce qui ne va pas depuis 5 ans, depuis que Laurent Wauquiez en a pris la présidence. Alors qu'est-ce qui ferait que les gens voteraient pour vous aujourd'hui ? Parce que je leur propose une alternative. C'est-à-dire que moi, je pense que le nombre considérable de gens qui ont été abandonnés sur le terrain par la présidence actuelle de Laurent Wauquiez fait qu'ils sont à la recherche d'autre chose. Ils comprennent bien que ça ne peut pas continuer comme ça. On va dans le mur dans cette région, sincèrement. C'est-à-dire que sur tous les sujets, aucun avenir n'a été préparé. On parle beaucoup de transition écologique aujourd'hui. On est dans une région extraordinaire par sa biodiversité, sa capacité à inventer justement des technologies qui soient responsables, etc. Rien n'a été fait. On est dans une région dans laquelle les gens n'ont pas les transports dont ils ont besoin. Je veux dire, essayez de faire, par exemple, le trajet en train entre Lyon et Clermont et vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un énorme problème qui n'a pas été réglé. Les gens sont pas logés, mal logés, parce que l'actuel président de région s'est complètement désengagé de la construction de logements sociaux. On est dans une région dans laquelle on a une démographie qui augmente avec de plus en plus de lycéens. On n'a pas construit de nouveaux lycées alors qu'il y en a un énorme besoin. Donc, en fait, on a un sujet. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui a été fait pendant 5 ans par Laurent Wauquiez ? Utiliser les fonds de la région pour capter et garder le pouvoir en se créant des clientèles sans jamais préparer l'avenir. Mais le basique de la politique. Pour revenir un peu à la question de Roselyne, au fond, Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes lancé dans cette campagne parce que vous pensez que vous êtes la solution, que vous êtes la femme qui peut relancer la région en quelque sorte, ou vous y allez aussi, ou peut-être d'abord pour vous, parce que cet univers, ce monde de la politique vous a manqué? Non, j'y vais parce que je pense être la solution, pour reprendre votre formule, non pas à titre individuel, genre oh là là, je suis irremplaçable, il n'y a que moi qui... Mais parce que j'ai des convictions suffisamment fortes et que je n'ai pas peur du combat pour y aller et pour le mener avec toute la force qu'il faudra, parce que c'est sûr que ça n'est pas une élection facile, je vous l'accorde. Il y a une prime au sortant énorme, et d'ailleurs ça vaut pour cette région comme toutes les autres régions. Les présidents de sortant sont pourquoi très les régionales ? Pourquoi les régionales ? Pourquoi on ne vous a pas vu pendant les européennes, pendant les municipales ? C'est une question assez juste, parce que les régionales, ce territoire d'abord c'est le mien. Enfin, je veux dire, les européennes c'était un peu plus... on va dire, éloigné de moi. C'était pas, en plus, ça correspondait pas à une période où j'avais envie de refaire de la politique immédiatement. Je venais justement de m'accorder un temps pour prendre du champ. J'ai passé 4 ans, comme vous l'avez dit, à observer le monde, à le comprendre, à travailler avec des intellectuels, à m'engager dans le monde de la société civile et des ONG. Vous étiez un peu dégoûté de la politique ? Je pense que j'avais besoin de respirer, en fait. Je pense que ça n'est pas bien pour les hommes et les femmes qui font de la politique de cumuler dans le temps des mandats comme ça d'affilée sans reprendre le temps de la respiration
et sans se ressourcer finalement au contact d'intellectuels, de chercheurs, en faisant autre chose, en allant dans l'entreprise. Moi, ça m'a beaucoup servi, mon passage en Vous pensez entreprise. que vous êtes meilleur aujourd'hui? Meilleur, je veux dire, politiquement, humainement peut-être aussi? C'est une bonne question. Je pense qu'il vaudrait mieux le demander aux autres qui me côtoient. Mais bon, si je m'efforce de vous répondre, je saisis beaucoup mieux ce qui traverse notre monde, notre société et les Français, évidemment. C'est-à-dire les perceptions qu'ils ont d'un certain nombre de sujets. Je parlais de transition écologique tout à l'heure. Je suis une ambassadrice totale de la nécessité de s'engager dans la transition écologique. Mais je comprends bien mieux maintenant combien, pour un certain nombre de gens qui ont des soucis de fin du mois, pour dire les choses rapidement, c'est compliqué d'y aller comme ça à marche forcée si on ne fait pas de l'écologie populaire, par exemple. Je comprends beaucoup mieux aujourd'hui ce qui nourrit le populisme, puisque lorsque j'étais chez Ipsos et que je travaillais sur les enquêtes d'opinion à l'échelle du monde, je voyais notamment monter ce populisme nourri par l'explosion des inégalités crasses. Donc je dirais qu'au fond, mes convictions sont toujours les mêmes. Je lutte toujours contre les inégalités, pour la justice sociale, pour le bien-être. Mais peut-être que j'ai aujourd'hui davantage de données scientifiques intégrées en moi, de compréhension de l'opinion, pour mener des politiques efficaces, oui. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, justement, alors quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde politique, plus particulièrement évidemment votre parti, le Parti socialiste, dont on a pronostiqué la mort depuis déjà très longtemps, mais qui en vérité continue à vivre ou à vivoter. Il n'est toujours pas inaudible, ce parti. Il a du mal il a du mal à ressortir en fait, depuis Jospin. Depuis la chute de Jospin. On n'a jamais autant parlé d'inégalité, jamais autant parlé de chômage, de déclassement. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, la gauche ne soit plus attractive? Parce qu'elle est polyphonique, en fait. Elle parle à plusieurs voix. Elle n'a pas été capable, et elle ne l'est pas encore à ce stade, de s'unir, de se rassembler pour constituer une force, un socle suffisamment solide pour convaincre. Et cette polyphonie fait que, y compris vous, les observateurs, vous allez passer du temps à vous intéresser à la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'entendre entre nous. Et c'est autant de temps qui n'est pas utilisé par nous autres responsables politiques de gauche pour défendre des idées, pour parler aux citoyens, pour les convaincre que nous avons les solutions. La crise sanitaire, pourtant, a démontré par A plus B que les solutions étaient de notre côté. Voilà, c'est ça qui est incompréhensible en vérité. Ça, on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire que vous avez le vent de l'histoire avec vous. Oui, on a le vent de l'histoire avec nous. Alors, simplement pour ne pas vous laisser sur une touche trop pessimiste, c'est vrai que les responsables des partis de gauche aujourd'hui encore flottent dans leur capacité à s'entendre. Mais il y a des choses intéressantes qui se produisent. Par exemple, la réunion de samedi prochain avec plusieurs de ces responsables. Il y a aussi, regardez, du côté de la jeune génération. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment une affection particulière pour ce qui se passe dans la jeune génération. Et vous voyez, celles et ceux qui, parmi eux, se reconnaissent de gauche, sont en train de créer une espèce de convergence entre les enjeux de justice climatique et de justice sociale. Donc eux, en fait, ils nous forcent d'une certaine façon à innover, à être plus intelligents et surtout à répondre à ce double ultimatum, parce qu'en fait, c'est ça la conclusion de notre crise, là, qu'on traverse depuis trop longtemps, c'est qu'il y a un ultimatum social et il y a un ultimatum écologique. Et moi, je suis pour qu'on fasse tous l'effort de réussir à s'entendre. Ça n'est pas un chemin facile, mais il faut continuer. Alors, à propos de polyphonie, Manuel Valls avait parlé, lui, des gauches irréconciliables. Polyphonie, c'est dès lors qu'il y a plus d'une voix. À partir de deux, c'est polyphonique. Mais à l'époque, le clivage portait assez largement sur les questions économiques, schématiquement, entre ceux qui s'étaient convertis à l'économie de marché et ceux qui restaient sur des positions, un modèle beaucoup plus étatiste. Aujourd'hui, la fracture semble s'être déplacée sur la question des valeurs républicaines, du rapport à la laïcité. Est-ce que c'est aussi le constat que vous faites ? Oui, vous avez évidemment raison. Et la conclusion que j'en tire, c'est que, ce faisant, en fait, on est en train, aux yeux et aux oreilles des citoyens, de déserter le champ, justement, économique et le champ social, alors que c'est de cela qu'ils souhaitent nous entendre parler avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on réaffirme notre attachement, évidemment, aux valeurs de la République et à la laïcité. Mais sur ce point, est-ce que toute la gauche, aujourd'hui, vous paraît au clair ?
Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas de ceux qui passent leur temps en procès d'intention. Je veux dire, je vous le dis pour ce qui me concerne de façon extrêmement claire. Je suis évidemment, et vous m'avez vu à l'œuvre en tant que ministre de l'Éducation nationale à une période. Non, mais quand où la vous voyez France par exemple subissait Jean-Luc les Mélenchon dans attentats une terroristes, manifestation, ça lui a été beaucoup reproché, une manifestation à l'appel de mouvements islamistes, une manifestation au cours de laquelle on a crié mort aux Juifs. Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous interrogez, est-ce que vous dites, est-ce qu'il était à la bonne place ce jour-là? mais interrogez-le, parce que je pense que, vous Jean-Luc savez, Mélenchon, il ne faut pas... c'est pas faute d'avoir essayé. Non, mais je pense, honnêtement, vous voyez, on est reparti sur le même sujet. Ouais. Encore Non, une mais fois, pour ce C'est qui le sens me de la concerne, question sur les valeurs républicaines et clarification, sur ouais. cette Ce qui me éventuelle concerne, fracture sur ces questions-là. pour ce qui me concerne, j'entends tout à fait qu'il y a une espèce de tension autour de ce sujet des valeurs de la République, qu'il y a une espèce de sentiment d'insécurité devant leur remise en cause par des intégristes, etc. Et qu'il faut être extrêmement solide face à tout cela et répéter, rappeler ce qu'est la laïcité, qu'elle n'est pas, si vous voulez, un outil d'exclusion d'une certaine catégorie de la population, qu'elle n'est pas un outil de guerre, qu'elle est au contraire un outil qui nous sert à vivre en commun. Et je pense que, franchement, les socialistes, qui est la formation à laquelle j'appartiens, sont assez clairs sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Mais vous reconnaissez qu'il y a une certaine gauche qu'on dit islamo-gauchiste, par exemple. Est-ce que vous acceptez ce terme-là? Alors non, je ne l'accepte pas, ce terme. Ça n'existe pas. Non, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'au fond, qu'il y ait des dérapages et des dérives, et notamment, par exemple, parfois, on a vu une forme de clientélisme s'installer chez des élus locaux qui ont laissé se développer des choses qui n'auraient pas dû se développer, On a vu ça à gauche, on a vu ça à droite. Donc, soyons clairs, les dérives, elles ont existé partout. Et aujourd'hui, il faut venir remettre de la clarté dans tout cela, ne plus accepter aucune de ces dérives. Mais je le redis, je trouve que le temps de parole que nous avons à gauche, nous devrions aussi le consacrer à parler aux gens de leur situation de précarité. Honnêtement, en ce moment, le gouvernement plus exactement, vient d'adopter une réforme de l'assurance chômage dans laquelle plus d'1 million de personnes vont être des perdants, dans laquelle des gens qui avaient peut-être 800 € d'indemnité chômage vont se retrouver avec 600 €. Est-ce qu'avec ça, on arrive à vivre? Dans laquelle, pour les jeunes, puisqu'on a beaucoup parlé des jeunes, ça va être de plus en plus difficile d'accéder au droit chômage. Donc, vous voyez, ça, c'est une question économique fondamentale. Le gouvernement s'apprête à réadopter sa fameuse réforme des retraites, alors même qu'on sait que ça va créer un vrai décrochage pour les retraités en termes de niveau de vie par rapport aux actifs, sans jamais rien régler du problème principal qui est que, en fonction que vous étiez ouvrier ou que vous étiez cadre, vous avez une durée de vie à la retraite qui est différente de plusieurs années. Vous avez beaucoup moins d'années de vie à la retraite quand vous étiez ouvrier. Donc le gouvernement n'apporte aucune réponse sur la question de la pénibilité du travail. Moi, je pense que ces sujets-là sont fondamentaux et qu'il faut qu'on y consacre beaucoup plus de temps, y compris quitte à n'être pas d'accord avec nous, enfin avec les uns et les autres à gauche, mais qu'au moins que ce soit ça qui fasse débat, parce que les Français nous attendent. Si vous ne gagnez pas, si vous n'êtes pas en tête, vous serez sans doute élue conseillère régionale, bien sûr, puisque vous êtes tête de liste. Mais j'imagine que vous ne vous contenterez pas de cela. Vous souhaitez quoi, vous, dans la vie politique, maintenant, avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec une vision un peu nouvelle, une vision qui s'est un peu élargie, on va dire, du petit monde politique? Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que, en termes de projet politique, ce qu'il faut porter pour l'après-crise, c'est vraiment une société du bien-être. Du bien-être. Le care, comme disait Marc. Oui, c'est ça. J'ai écrit un livre récemment sur le sujet avec Sandra Laugier, philosophe, qui s'appelait Leçons féministes d'une crise, la société des vulnérables. On a vu apparaître à l'aune de cette crise, finalement, des fragilités immenses des individus, de notre environnement, de nos modes de production et du fait qu'on soit même plus capable de produire des masques, de nos hôpitaux, etc. Des fragilités immenses qu'il s'agit à la sortie de crise d'affronter résolument au lieu de renouer comme avant. Et au fond, ce que je constate venant du gouvernement actuel, par exemple, c'est que tout cela n'est absolument pas réfléchi. Le plan de relance qui a été adopté ne prend pas à bras-le-corps les nouveaux sujets, la nouvelle transition de nos économies, cette société du care, c'est-à-dire du soin aux autres, de l'attention aux autres, du réaffermissement de nos services publics.
que, par exemple, Joe Biden, aux États-Unis, lui, a parfaitement compris avec Et ça, c'est un plan de relance de 4 000 sur milliards de l'impôt dollars. minimum, par exemple. Ouais. Bien sûr. Vous vous rendez compte, 4 000 milliards de dollars aux États-Unis, c'est 25% de leur PIB pour justement notamment revaloriser les métiers du care, c'est-à-dire les soignants, les enseignants, enfin, voilà, tous ces gens qui nous ont été si utiles pendant la crise. Vous dessinez, Najat Vallaud-Belkacem, une société que vous aimeriez, une société peut-être au fond idéale à vos yeux. Tout ça pourrait, je ne vais pas vous demander si vous serez candidate à la présidentielle, mais ça pourrait être des idées que vous pourriez porter d'une manière ou d'une autre dans cette période. Mais pour l'instant, à la présidentielle, toutes les enquêtes d'opinion prédisent que ce sera Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au deuxième tour. En 1984, puisqu'on parle de la gauche, Laurent Fabius, vous connaissez la formule, expliquait que le Front National, à l'époque, posait de bonnes questions, mais y apportait de mauvaises réponses. Est-ce que le problème de la gauche, ça n'est pas ça, de n'avoir pas su se poser les bonnes questions? Encore une fois, quand je regarde par exemple l'activité de l'opposition de gauche à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut bien prendre des choses très concrètes, Ouais. moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a des réponses, énormément de réponses qui ont été apportées à tous les enjeux. Mais que si je la viens gauche se pose les bonnes d'évoquer. questions et propose de bonnes réponses, alors les Français sont des imbéciles. Non, pas du tout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que cette information arrive jusqu'aux oreilles des Français, jusqu'à l'attention des Français. Et on a vécu, après 2017, un moment historique dans lequel, finalement, le récit, ça a été celui de la disparition de la gauche, le récit médiatique, le récit collectif. Et la gauche y est évidemment pour quelque chose. Le fait, par exemple, pour François Hollande de ne s'être pas représenté pour défendre son bilan, y était pour quelque chose. Il aurait dû d'ailleurs oui, bien se sûr qu'il aurait représenter. dû, évidemment. Peut-être qu'il aurait perdu, mais au moins il aurait assumé et défendu son bilan. On a eu un problème à ce moment-là, c'est que personne n'a défendu le bilan et on a laissé s'écrire un récit uniquement négatif sur ce qu'on avait fait. À cause des Excusez-moi. fondeurs. Mais au-delà, c'est-à-dire, moi, comme ministre de l'Éducation, le fait qu'on ait recréé 60 000 postes de professeurs dans l'éducation nationale, je ne considère pas que c'était une catastrophe, si vous voulez. Bon, donc, et il y a plein d'autres exemples. Donc, si vous voulez, il y a eu, après 2017, cette espèce de récit qui s'est installé sur la disparition de la gauche des radars. Et moi, qui étais spectatrice, puisque je m'étais éloignée de la politique, je notais qu'à chaque fois qu'on commentait l'activité parlementaire et qu'on évoquait les oppositions, on évoquait plus spontanément la France insoumise, le Rassemblement national ou la droite que le Parti socialiste. C'est une période peut-être qui était un passage obligé, disons cela comme cela. Mais maintenant, je trouve que les choses sont en train de reprendre de l'énergie et qu'on l'entend. Et qu'on l'entend parce que les socialistes en particulier ont des projets qu'ils proposent sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi. Et je pense qu'au fond, on a encore un an pour les préparer, ces présidentielles, et qu'il peut se passer énormément de choses. On arrive au terme de cette émission. On n'a pas parlé de la crise sanitaire, on peut considérer ça comme une forme de respiration, puisque finalement, il n'est plus question que de ça presque partout et tout le temps. Donc, voilà. Mais oui, on enfin, si vous me est à la permettez, fin de l'émission. Je pourrais dire En juste 10 un secondes. mot En sur la 10 crise secondes. sanitaire. De grâce, vacciner les enseignants avant qu'ils reprennent le 26 avril. Ne Voilà. soyons pas stupides sur ce sujet. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Et merci à Charlotte Urien-Tomaka et Camille Néran pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très